Bonsoir, nouveau débat sur TV Fil 78 dans le cadre des départementales 2015, une heure consacrée en ce jeudi 5 mars au canton de Maurepas, canton qui couvre également les communes de Coignières, Chevreuse, Manille et Hameaux, voisins le Bretonneux. Au total, 16 communes pour le moins différentes. Autour de cette table, Yvan Deval, UMP, candidat de l'Union de la droite, conseiller sortant, Ismaël Havane, candidat socialiste, également candidat sortant, parce que vous l'avez compris, ce canton de Maurepas a été complètement redécoupé. Isabelle Refait, candidate Front National, et Brigitte Boucher, Europe Écologie Les Verts, une candidature appuyée par le Front de Gauche. Bonsoir à tous les quatre. Je précise que vous représentez aussi un binôme, puisque vous le savez, ce sont deux candidats qui se présentent ensemble en cas de victoire. Ils vont siéger tous les deux au sein de l'Assemblée départementale. Les temps de parole seront chronométrés. Je vous communiquerai régulièrement les indications. Vous pouvez échanger entre vous. La seule consigne, c'est bien évidemment de rester audible pour nos téléspectateurs. Un dernier mot tout de même avant de vous passer la parole. Il y a aussi une 5e liste sur ce canton de Maurepas. Elle est portée par Sophie Brault et Michel Chapa, une liste d'hiver droite qui n'a pas souhaité participer à cette émission. Premier tour de table, et j'aimerais avoir votre sentiment sur ce scrutin départemental sur plusieurs points. Tout d'abord, l'idée du binôme homme-femme, ça peut paraître une bonne chose pour la parité, peut-être un petit peu moins pour la simplification administrative, en tout cas pour le nombre d'élus, puisqu'il y en aura maintenant plus 41 qui vont siéger au sein de ce conseil départemental. On va commencer avec vous, Yvan Deval. C'est une bonne chose, cette mise en place de binôme? Il y aura plus d'élus que par le passé. Alors quand on parle de faire des économies... Oui, je partage exactement le même sentiment. Je pense qu'on avait voté une réforme qui était celle du conseil territorial, qui aurait permis de simplifier réellement le système, puisque le même conseiller aurait siégé à la fois à la région et au département, donc c'était une vraie simplification et ça permettait de réduire effectivement le nombre d'élus. Là, on passe de 39 à 42, c'est pas vraiment, ça ne va pas dans le bon sens. En même temps, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il ne fallait rien faire. Il y avait un ajustement des cantons qui était nécessaire, il y avait des disparités trop grandes. L'ancien canton de Chevreuse représentait largement plus du double du canton de Viroflay, par exemple, et donc à un moment, il faut tout de même que chaque conseiller général représente une part de population à peu près comparable. Alors la parité, je trouve que ça va dans le bon sens. Encore faut-il bien le faire. Et il y avait ça n'est pas le cas. Il y avait une méthode très simple qui aurait consisté à dire à chaque parti de présenter exactement le même nombre de candidats hommes et femmes dans tout le département, et statistiquement, on serait probablement arrivé à un bon résultat. On a institué des binômes obligatoires. Je trouve que c'est un système très compliqué. Je vous ai vu hocher la tête. Allez-y peut-être pour répondre à Yvan Deval. Je ne suis pas d'accord parce que dans ce cas-là, en général, les partis présentent des hommes là où c'est prenable et des femmes là où ça ne l'est pas. Donc ça, on le voit à chaque fois. Donc c'est pas. Non, je ne suis pas d'accord. Donc sur cette question, cette mise en place, sur cette réforme, sur je pense que c'est une mise en place test pour les prochaines élections à d'autres niveaux, de faire des binômes à tous les niveaux de direction. Nous, à ELV, on a des binômes à tous les niveaux de nos partis, donc pour moi ça me paraît naturel et ça permet, dans la mesure où il n'y a pas tellement de femmes qui se déclarent, à les mobiliser beaucoup plus par rapport à la politique et à amener aussi des jeunes, parce que justement plus de jeunes dans cette recherche de binôme. Je pense que le profil d'âge des candidats est beaucoup plus large que généralement. Puisque la parité est respectée sur ce plateau, je vais vous passer la parole, Isabelle Refait, puis je viendrai à vous ensuite. Moi, je rejoins tout à fait que la parité, c'était essentiel. Ça fait partie de notre époque. Aujourd'hui, je crois que c'est important. Comme vous disiez, ça va rapprocher des femmes, des jeunes. Pour moi, c'est donc déjà, ce premier le sens de la réforme, en tout cas sur ce premier point, semble plutôt vous satisfaire toutes les deux. Ismaël Havane. Moi également. Vous également, mais sous d'autres formes. Moi, je pense que ça va dans le bon sens, puisque la réalité est très cruelle. Le Conseil général aujourd'hui, c'est à peine 5 femmes sur 39 conseillers généraux. Donc, on peut dire qu'il n'y a quasiment pas de femmes. Et pire encore, au niveau des vice-présidences, 11 vice-présidents, 0 femmes. Donc la réalité est très très cruelle et je pense que justement il faut imposer ce genre de binôme pour que ce soit fait, parce que d'eux-mêmes les partis politiques n'ont pas tendance à faire de la place aux femmes. Là, j'allais dire, c'est votre faute, au sein de vos partis politiques. Si je peux me permettre,
c'est une réforme, en tout cas le binôme, qui a été porté par la gauche. Donc, lorsque vous dites que c'est la faute des partis politiques, pour le coup, vous vous trompez complètement, parce que contre vent et marée, j'allais dire... Je parle de l'ensemble de la classe politique. Le Parti socialiste, dans les en tout cas, a fait cette réforme dans la volonté d'avoir une parité. Et aujourd'hui, le Conseil général, qui ne respecte pas cette règle de parité de lui-même, le respectera par la loi. Et je pense que c'est une bonne chose. Et vous me permettez... quand même de rajouter une chose. M. Van Val parlait du conseiller territorial. Moi, je pense toujours que ce n'était pas une bonne idée pour une simple raison, c'est qu'on allait vers une professionnalisation de la politique. Et moi, je pense que la politique a besoin d'hommes et de femmes qui viennent aussi de la société civile, comme moi, qui travaillent. Moi, je suis ingénieur et je suis élu. Et un conseiller territorial ne peut pas avoir d'activité professionnelle à côté. Et avoir des hommes politiques ancrés dans le territoire, ancrés dans la vraie vie, qui travaillent, c'est un plus pour la vie politique. Et je pense que c'est ce à quoi les Français et les habitants de ce canton aspirent. Au-delà de cette question de la parité, il semble tout de même que tout soit fait pour ne pas inciter les citoyens à aller voter. La plupart des cantons ont été redécoupés. Quelquefois, on assiste à des choses assez surprenantes. Sur Maurepas, les zones sont assez peu homogènes, puisque je rappelle que vous êtes tous les deux conseillers départementaux, enfin anciennement conseiller général sortant. Vous étiez sur le secteur de Chevreuse, sur le secteur de Maurepas. Les deux zones ont été redécoupées. Et puis surtout, actuellement, est en discussion cette réforme complète pour définir les compétences même des conseils départementaux. Qui va faire quoi entre les départements, entre les régions? Finalement, les électeurs vont voter sans savoir à quoi cela va véritablement servir. Isabelle Refait pour le Front National, je vais vous passer tout d'abord la parole puisque vous êtes le plus en retard sur les temps de parole. Allez-y. Donc sur cette question de voter pour l'instant alors que les compétences ne sont pas définies. C'est assez surprenant. C'est difficile de faire campagne dans ces conditions. C'est clair que ça ne va pas être évident, mais de toute façon, nous, Front National, il y a une réelle dynamique pour ressaisir un petit peu... tout ce qui se passe parce que le but de l'opposition en fait c'est de faire disparaître le département. Donc du coup nous notre projet c'est de remettre tout à plat quoi. Peut-être ce serait intéressant d'avoir vos regards puisque les compétences sont actuellement discutées sur ce que vous attendez de ce mandat tout simplement. Quelles sont les compétences qui vous semblent les plus légitimes pour un conseil départemental? Celles qui sont définies actuellement, celles du social, est-ce qu'il faut rester là-dessus? Celles au niveau de l'éducation, je pense au collège, puisqu'actuellement ce sont les collèges qui dépendent des conseils départementaux. Est-ce que tout ça doit évoluer? Je suis désolée. On viendra vous voir tout à l'heure, Brigitte Boucher. Alors... Sur la question des compétences et puis sur la question aussi, je vous le disais, du vote aujourd'hui sans savoir véritablement pourquoi. Oui, déjà, il y a une loi NOTRe. Les gens, si vous leur parlez de NOTRe, ils penseront à le nôtre, mais certainement pas à la réforme territoriale qui est en train de se faire, parce qu'elle se fait sans diffusion dans les médias principaux, du fait qu'elle se fait. Enfin, les gens ne sont pas au courant de ce à quoi on va les manger, j'allais dire. Bon, j'exagère. Donc, oui, il y a une réforme territoriale. Est-ce que c'est le département qui doit subsister? Est-ce qu'on doit garder les départements? Est-ce qu'on doit développer les intercos, les régions, etc. Je pense qu'il faut en discuter et pour en discuter proprement, il faudrait faire appel justement à la population, la mettre au courant et définir avec la population quelle est la bonne distance, quelle est la bonne échelle. Les départements, ils ont été établis à l'époque pour être accessibles en une journée à cheval. Hein. Bon, on n'est plus à l'époque du cheval, on va un petit peu plus vite, on se déplace. On n'a pas les mêmes modes de transport, on n'a pas non plus les mêmes modes de connexion, on a l'informatique, etc. Donc je pense que c'est à redéfinir, ça peut être redéfini et on n'est pas obligé de rester sur les frontières établies il y a 2 siècles. Mais par contre, il faut les définir avec une proximité aux citoyens. Or, si on va vers des intercos très grandes, si on va vers des régions de plus en plus grandes qui sont désirées par l'Europe mais qui ne sont pas celle que la population aurait demandé, je pense qu'on va à l'encontre de ce qui est bon pour la population. Et donc, on perd la démocratie, l'aspect démocratique, l'aspect citoyenneté, qui pour nous est essentiel sur notre livre, c'est la base, c'est la citoyenneté. Donc, on a vraiment, on va à l'encontre de ce qui est bon pour la population actuellement. Donc l'échelle canton ou interco, c'est à peu près la même échelle. C'est pas la même. C'est pas le même découpage, mais c'est à peu près la même taille. C'est légitime alors, le découpage qui a été fait. Pour moi, c'est une bonne échelle l'intercommunalité. Après, il faut bien la définir. Donc le département n'est pas vraiment nécessaire au final. Ben après, ça permet de connecter les intercos entre elles. Donc c'est pas, non, moi ça me paraît une bonne échelle aussi. D'accord. Et les compétences du département. L'aspect social, je ne sais pas s'il doit être uniquement traité au niveau du département. Il faut que ce soit traité localement. Il faut que les bureaux soient très proches des gens pour tout ce qui est social.
Mais je pense qu'un département devrait être autonome en ce qui concerne, moi je suis pour l'autonomie alimentaire, donc qu'il y ait en tout point à la fois les zones de production, d'habitation et de production agricole pour nourrir, et en termes d'énergie. Donc aussi, pour qu'en cas de problème, on soit autonome, on reste indépendant, en cas de problème politique, terrorisme, ce que vous voulez, on garde une indépendance et on garde une vie qui soit soutenable. Voilà. Yves Van Waal, je vous fais réagir, il y a eu beaucoup de choses sur les propositions, sur les compétences et tout ça, mais sur l'échelon aussi, la nécessité de cet échelon départemental. Il est important quand on voit les intercos. De toute façon, je dirais, depuis 2 ans, on est engagé dans une véritable révolution des structures du pays, parfois un peu anarchique d'ailleurs, parce qu'il y a 6 mois, on nous annonçait la fin des départements. On voit très bien maintenant qu'après avoir créé de très grandes régions en province, on ne pourra pas vraiment abandonner l'échelon départemental. Mais en tout état de cause, l'Île-de-France, quand même, est un cas un peu à part et différent. Et je pense qu'en Île-de-France, effectivement, on a besoin d'un échelon qui permette de garder une proximité avec la population. Et c'est vrai que le département joue, de ce point de vue, un rôle qui est tout à fait privilégié. C'est un acteur majeur de la vie quotidienne de chacun d'entre nous, parce qu'il est auprès des communes. Lorsqu'on va s'adresser au centre communal d'action sociale de sa commune, en réalité, le véritable acteur derrière, c'est le Conseil général. Parce que c'est lui qui, en matière de handicap, en matière de personnes âgées, en matière de jeunesse, en matière de chômeurs, c'est le Conseil général qui est à la manœuvre derrière. Même si, effectivement, le guichet, ce sera peut-être le centre communal d'action sociale. Il ne faut pas transférer ces compétences vers les intercommunalités, qui vont d'ailleurs s'agrandir? Alors, aujourd'hui, les intercommunalités ne sont absolument pas capables de prendre la relève du Conseil général. Il faudrait d'abord qu'elles soient stabilisées, ce qui est loin d'être le cas. Il faudrait ensuite qu'elles aient acquis un minimum de maturité. Peut-être que Saint-Quentin-en-Yvelines a acquis une certaine maturité, mais on en est très loin dans la plupart des intercommunalités qui sont très récentes, et par conséquent, elles sont incapables de prendre la relève. Et puis surtout, ça suppose quand même d'avoir, je dirais, une certaine assise territoriale, une certaine surface, pour réellement mutualiser la dépense sociale sur un territoire suffisamment vaste. Ismaïla Vann, sur la question des compétences et de l'échelon toujours départemental. Sur la question de l'échelon du département, est-ce qu'il faut que le département existe ou n'existe pas? Moi, je veux être en cohérence. Je suis conseiller général sortant, je suis candidat. Je ne vais pas vous dire que je suis pour la suppression du département, ce serait illogique. Je connais par contre des conseillers généraux qui sont contre qui souhaitent la suppression du département et qui ont décidé de ne pas être candidats. Au moins, ils sont dans une certaine cohérence. Moi, je pense que le département a toute sa raison d'être, ne serait-ce que sur l'aspect social. Yves Van Waal l'a dit tout à l'heure. Effectivement, le Conseil général a une compétence première qui est celle de l'action sociale. Et je crois que la meilleure façon de garantir une action sociale qui est commune à l'ensemble des Yvelinois, c'est d'avoir un organisme qui puisse mutualiser tout ça en une seule entité. Parce que demain, je pense de toute façon que les intercos n'ont pas la capacité aujourd'hui de faire de l'action sociale, mais admettons que demain, elles puissent le faire, rien ne garantit que sur l'ensemble du département tel qu'il existerait, vous auriez une égalité de traitement en termes d'action sociale sur tout le territoire. Et l'action sociale, c'est quand même aider les plus démunis, les handicapés. Et il faut absolument qu'il y ait un organisme qui centralise tout ça et qui garantisse un même service à tous. Cela me semble extrêmement important. Isabelle Boucher, vous vouliez réagir? Je vous passe la parole, mais très rapidement parce que vous êtes en avance sur le temps de parole. Et je reviens à vous parce qu'elle souhaitait juste réagir par rapport à... Non, c'était juste un détail. Si on remplace les cantons, les départements par les intercos, il faut que le mode de vote d'élection des représentants des intercos soit aussi démocratique que ça peut l'être pour le département, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. D'accord. Je reviens à vous, Ismaïla Vann, et je reviens bien évidemment vers vous après. Vous souhaitiez continuer Voilà, je souhaitais juste parler des refontes des cantons qui ont été faits. Effectivement, le canton de Maurepas a été redessiné complètement. Moi, j'ai été, et je le suis toujours, pour la refonte de ces cantons, et je vais vous l'expliquer rapidement. C'est qu'il y avait des aberrations. Vous aviez des cantons-villes, par exemple, Trappes était un canton-ville, je crois que Chavy, il me semble, Viroflay était un canton-ville. Alors, Viroflay, c'est 30 000 habitants, Trappes, c'était 35 000 habitants. À côté, vous aviez
de grands cantons à plus de 50 000 habitants. Et là, aujourd'hui, il est cohérent, le canton ? Ce qui était mon cas. Le vôtre, celui de Maurepas, ce qui veut dire qu'en termes de représentativité, vous aviez des conseillers généraux qui représentaient plus que d'autres, mais qui n'avaient qu'une seule voix. Donc c'est tout sauf démocratique. Donc aujourd'hui, ce ne sera jamais parfait, on n'arrivera jamais à une représentation ultime, mais en tout cas, c'est un premier pas qui a été fait pour cette réforme, et en ce sens, elle est correcte, et rajoutée à la parité du binôme, ça la rend, je pense, très bonne réforme. Isabelle Reffet, je reviens donc vers vous. Toujours pareil, sur la question des compétences cette fois-ci. Quelles sont les compétences qui vous semblent nécessaires ? Est-ce que cet échelon départemental aussi est nécessaire ou pas aujourd'hui ? Moi, je crois qu'il faut garder le rôle de la commune et du département. Et ça, c'est important parce qu'il faut la proximité pour tous les Français. Le but, je pense, d'ici 2020, du nouveau plan, en fait, c'est intercommunalité, hyper-région et Europe, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Tout va vers l'Europe quand même. Si on en arrive là, c'est parce qu'il y a des directives européennes derrière, et on veut faire, en fait, de nos départements, plutôt des États unis pour que ce devienne des États-Unis européens. Et ça, nous sommes contre tout ça. Il faut garder les rôles des communes, des régions et de l'État. Ça, c'est des départements, et ça, c'est primordial. On va perdre sinon toute notre ruralité également, tous nos artisans, parce que voilà, ça fait partie aussi tout ça du département. Et moi, je suis plus dans cette directive-là. Quelles sont vos attentes auprès des conseillers départementaux, les conseillers généraux ? Nous sommes allés vous poser la question. Voici vos réponses et on se retrouve ensuite pour la suite de ce débat. Faire des rénovations, qu'ils fassent attention à tout ce qui se passe, qu'ils ne construisent pas pour n'importe quoi. Ça coûte cher d'ailleurs. Je pense que pour les trafics routiers et puis les RER, les choses comme ça, enfin des améliorations. Plutôt plus pour lutter contre la fraude, qui est un petit peu plus... Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les personnes qui ont des difficultés, mais bien cibler quand même. Parce que moi, je vois autour de moi qu'il y a des personnes qui ne travaillent pas, qui attendent un petit peu trop sur l'État, quoi. Il faudrait qu'il y ait peut-être plus de synergie avec les conseillers régionaux. Par rapport à des politiques responsables, j'aimerais bien qu'il y ait des budgets votés et qui soient un peu plus conséquents malgré la crise actuellement pour l'aide à la personne. On va regarder à présent les chronomètres qui vont s'afficher, les temps de parole pour faire un point. Yves Vandeval à 2 minutes 58, Ismaël Avan à peu près 4 minutes, Brigitte Boucher sur 3 minutes 42 et puis Isabelle Reffet, vous avez un peu plus de retard, un peu moins de 2 minutes sur le temps de parole. Peut-être tout de même un mot à présent. On va s'attarder tout à l'heure sur quelques-unes des compétences qui jusqu'à présent en tout cas étaient les compétences et ça devrait rester sauf surprise sur le conseil départemental et ça vous donnera l'occasion de développer des points de programme pour les électeurs. Mais ces électeurs en tout cas il sera difficile de les déplacer aux urnes. On parle d'une forte abstention. Encore, j'aimerais savoir comment vous faites campagne et quel message vous passez auprès des électeurs pour qu'ils se déplacent et qu'ils aillent voter, tout simplement. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui ? Moi, je leur dis que... Juste au niveau national, on entend aussi assez peu parler des programmes, en fait. Que ce soit du côté de l'UMP, on parle du FNPS maintenant, pour contrer le Front National qui apparaît en tête. Enfin, on a du mal à entendre parler de propositions. Tout ça est quand même un peu l'écume des choses. C'est vrai que la France traverse une crise qui est une crise économique et sociale et qui se double progressivement d'une crise politique qui s'aggrave, qui n'est pas absolument nouvelle, mais qui s'aggrave quand même au fil des années. Et donc c'est effectivement préoccupant pour tous les élus que nous sommes, parce que nous sommes là dans une démocratie pour représenter la population, et si la population ne se reconnaît pas dans ses élus, c'est quand même un vrai souci. Même sur la question de la légitimité, s'il y a de moins en moins d'électeurs aussi qui se déplacent, ça peut poser un problème pour les élus. Une question de... Bien entendu, la légitimité des élus, elle est fondée d'abord sur une participation élevée, et le message que je fais passer, c'est que de toute façon, il est du devoir d'un citoyen de voter, peu importe qu'il vote selon son sentiment, mais qu'il vote. Ça me paraît essentiel. Et deuxièmement, on peut se désintéresser de la politique, peut-être. Le problème, c'est que la politique s'intéresse à vous tous les jours et que par conséquent, c'est un devoir de citoyen dans une république. On a la chance en France de pouvoir voter. Alors, on n'est peut-être pas toujours content du résultat, mais c'est quand même une bonne raison d'aller voter. Sur la question de l'abstention, on dit souvent que l'abstention, ça favorise le Front National.
Donc vous n'appelez pas les électeurs à aller voter? Non, parce que nous, on est encore... Je vais me reprendre, en fait, le résultat des anciennes élections, comme les élections européennes, les élections municipales dernièrement, oui, c'est vrai, le Front National a eu un réel succès. On est toujours dans cette dynamique. Donc nous espérons plus de 30%, je pense, en notre faveur sur ces élections-là. Je pense qu'il y aura de l'abstention, mais peut-être pas tant qu'on le dit. Les gens sont quand même dans une réalité, ils se rendent compte qu'on est en train de les épuiser financièrement, que tout se dégrade, l'action sociale se dégrade, les handicapés, les chômeurs. Et je vous dis, on va toujours vers ce sens Europe, Europe, Europe. Et ça, il faut se l'interdire. On n'a pas besoin de ça. La France n'a pas besoin de ça. Et donc moi, je pense que l'abstention, non, vous dites ça joue en faveur du Front National. C'est ce qui se dit souvent. Oui, mais là, le contexte a réellement changé. Et je pense que les choses vont vraiment bouger. Et ces élections-là vont être aussi primordiales pour les futures élections régionales et nationales, parce que pour le Front National, véritablement, c'est un nous, ça va être un thermomètre. Ça, c'est sûr que là, ça va être le bon thermomètre pour les régionales et pour les nationales. Et pour ensuite voir pour effectivement régional, et puis 2017, ensuite ce sera législative, présidentielle. Ismaïl Havane, sur l'abstention. Sur l'abstention, vous me permettez de dire que, de ce que je viens d'entendre, ça me permet modestement de dire qu'il faut replacer le débat là où il doit être. Il s'agit d'une élection locale, avant tout. Yves est conseiller général, moi je suis conseiller général, on n'est pas du même bord, peu importe. Mais on a chacun, à un moment ou à un autre, travaillé sur des dossiers qui sont locaux. Moi, à ma permanence, j'aide des gens qui habitent à côté de chez moi. J'aide pas des gens qui habitent dans le département d'à côté. Ce sont mes voisins. Lorsque j'aide des associations, c'est des associations de chez moi, du canton. Donc l'élection, elle est avant tout locale pour aider un canton, et c'est le rôle du conseiller général, et il faut replacer l'élection dans ce contexte. Donc effectivement, c'est extrêmement difficile, on ne va pas se le cacher. Moi, j'ai un discours de vérité. C'est sûr qu'aujourd'hui, les gens sont assez déçus de la politique. Mais nous, et déçus de la politique socialiste aussi qui a été menée, parce que vous allez en local aussi récupérer une vague nationale. Il se trouve que moi, je suis sortant, et je suis candidat par rapport au bilan que j'ai fait, et que je considère comme bon, et que je souhaite défendre. Et lorsqu'on recentre cette élection à l'échelle locale, on se rend compte que les élus de gauche, surtout dans le département des Yvelines, ont eu des actions extrêmement fortes, et j'espère qu'on pourra en parler. Sur le développement économique, on a pu réorienter beaucoup de choses. Sur le volet social, on a pu réorienter beaucoup de choses. Et ça sert qui? Ça sert les habitants de chaque canton et des Yvelines. Donc je dis aux habitants du canton de Maurepas d'aller voter, parce que c'est une politique de proximité au plus proche. Ce dont il s'agit, c'est de voter pour des hommes et des femmes qui sont en capacité de les rencontrer tous les jours. Directement, élus de proximité, cet aspect-là de la proximité. Je vous passe également la parole sur cette question de l'abstention. Est-ce que ça vous inquiète? Et puis, je peux aussi peut-être rajouter une petite question, c'est la question de la division aussi à gauche, parce que là, vous êtes côte à côte, mais sur les programmes et sur les points d'affinité, ça s'arrête là, aujourd'hui. La gauche a du mal à se mettre d'accord. Et à la gauche... Vous voulez que je lui fasse un bisou? Gardez ça un petit peu, il nous reste une demi-heure d'émission. Il y a la gauche qui se nomme libérale et il y a la gauche qui se nomme pas libérale. Bon, et le libéralisme, pour moi, est contraire à la gauche. Donc, c'est tout. Mais non, l'abstention, nous, on jette la sonnette d'alarme. Si les gens ne vont plus voter, c'est parce qu'ils pensent en particulier que la politique, elle est la même. Et, par exemple, la réforme territoriale, elle a commencé à se faire avant le gouvernement actuel. On en parlait avant déjà. Donc c'est pas, il y a oui, mais il y a quand même une certaine continuité dans la politique. Et je dirais plus dans l'absence de politique. Parce que les choix faits, que ce soit par Macron ou précédemment, ils sont faits en faveur des grandes multinationales. On est en train de préparer un grand marché transatlantique qui risque de vraiment mettre à mal tout le pouvoir politique et même la notion même d'État, la notion de pouvoir régional au niveau des communes, etc. Et donc, on va perdre le pouvoir. En fait, le citoyen va perdre le pouvoir. Les droits de l'homme auront plus de sens quelque part et la République aura plus vraiment de sens si ça passe. Et là, on est très mal. Et nous, on pense qu'il faut vraiment
que les populations se mettent en branle, je dirais, un peu comme Syriza, prennent la question politique, c'est-à-dire la gestion de la ville, la gestion de la cité en main, et avec les gens qui sont plus professionnels de la chose, je parle les élus, ensemble, que les élus s'appuient sur les associations, sur les collectifs des gens, des citoyens, etc., appuient beaucoup plus aussi leurs décisions là, sur les gens, pour que justement il n'y ait pas cette peur du politique. Et pour faire barrage à cette puissance ultralibérale qui est en train de tout casser, en fait. On est dans un schéma à mon avis, assez grave par rapport au fait de garder un pouvoir politique. Et notre signal, c'est ça. C'est prenez votre destin en main, prenez la gestion de la cité en main, allons vers une démocratie participative, une 6e République. Voilà, allons vers une 6e République. Je vous fais réagir, mais alors 30 secondes, parce que vous êtes en avance, sinon vous n'aurez plus de temps après pour la suite. Il y a beaucoup de choses que je partage sur ce qu'elle a dit, sauf que je suis obligé de réagir, c'est juste pas possible. En 30 secondes, allez-y, parce que le temps passe. Je suis conseiller général du canton de Maurepas. Je me suis battu pour la sauvegarde des cinémas de proximité contre des grandes entreprises, multiplex, etc. Moi, en tant que conseiller général, j'ai défendu des associations qui travaillent dans l'action sociale parce qu'elles n'avaient pas de subvention et on leur disait on ferme les robinets parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Donc il y a un moment, il ne faut pas prendre cette élection comme un auditoire pour balancer beaucoup de choses nationales, aussi justes soient-elles. Vous dites c'est pas vrai sur le local. Je suis sortant et en tant que sortant, vous devriez être content de moi, même voter pour moi. Vous mettrez peut-être d'accord. Là c'est un peu tard maintenant, mais bon, pour la suite. Yvan Deval, vous souhaitez réagir? Oui, la politique c'est un très beau mot, mais effectivement, la réalité de cette élection, elle est quotidienne pour les gens. Ils se lèvent le matin, ils vont commencer par emprunter des routes. La plupart des routes qu'ils vont emprunter sont faites par le Conseil général et elles sont plutôt en bon état, que je sache. Ils vont conduire leur enfant au collège, c'est à nouveau le Conseil général. Peut-être qu'un enfant plus petit, ils vont l'amener à l'école primaire. Elle aura peut-être été, pas obligatoirement, mais peut-être été financée en partie par le Conseil général. Ensuite, ils vont aller travailler. Peut-être qu'ils travailleront dans une entreprise qui aura été aidée par le Conseil général à se développer. Et peut-être que le soir, ils iront voir un parent qui sera en maison de retraite et qui bénéficiera d'une aide du Conseil général. C'est ça la réalité quotidienne du Conseil général. On poursuit ce débat sur TV Fil consacré au canton de Maurepas, débat qui vous concerne directement si vous êtes résident d'une quinzaine de communes, de Manille-les-Hameaux à Maurepas en passant par Coignères, voisins de Bretonneux ou encore Chevreuse. On le disait tout à l'heure, les compétences pour demain des conseils départementaux ne sont pas encore connues, elles se discutent par les parlementaires et il faudra pourtant aller voter les 22-29 mars. On peut tout de même imaginer que certaines prérogatives ne vont pas beaucoup changer. On va s'attarder dessus quelques instants pour évoquer quelques-unes de vos propositions. Sur la question de la solidarité, justement, personnes en difficulté pour se loger, situation de handicap et puis la question du vieillissement de la population sont des thèmes qui préoccupent et qui concernent directement les conseillers départementaux. Yvan Deval, vous êtes, puisque vous êtes sortant de la majorité au sein de l'Assemblée départementale, vous êtes satisfait de la politique qui a été menée en termes de solidarité au sens large? Quels seraient les axes encore à renforcer aujourd'hui? Écoutez, je crois qu'on peut être fier du bilan. D'ailleurs, tout récemment encore, on disait que le Conseil général des Yvelines était l'un des mieux gérés de France. C'était sur une antenne concurrente, comme on dit, pas vraiment locale. Le social, c'est le domaine d'action numéro 1 du Conseil général, c'est plus de 60% du budget qui est consacré à l'aide sociale, souvent d'ailleurs sous forme d'aide personnelle. Si c'est une allocation personnalisée autonomie pour les personnes âgées, ça peut être des aides pour les handicapés, ou évidemment, tout le monde le connaît, le RSA. Le Conseil général est donc un acteur majeur. Cela dit, nous avons besoin d'aller plus loin. On constate notamment qu'on a beaucoup de problèmes avec l'insertion. En réalité, l'insertion ne fonctionne pas bien. Certes, on est dans un contexte économique qui ne facilite certainement pas la réinsertion des chômeurs. C'est clair que si on avait un marché de l'emploi dynamique, ça se passerait mieux. Néanmoins, c'est quand même une vraie difficulté pour des phénomènes très connus, d'ailleurs, souvent le manque de formation, parfois même de formation tout court à la base. Quand on ne sait ni lire ni compter, ce qui arrive quand même à une fraction des Français aujourd'hui, c'est quasiment impossible de trouver un emploi. Et donc on est en train de réfléchir à la mise en place à la fois de pôles de proximité, de décentraliser un petit peu notre système social pour être plus près encore de la population, en se rapprochant notamment des intercommunalités,
de telle sorte qu'on ait une synergie entre les deux. Et puis nous réfléchissons aussi à la mise en place notamment d'un système de formation professionnelle pour les chômeurs. Certes, on est à la marge de la compétence du Conseil général, mais de toute façon, on a du mal à fixer des compétences puisqu'elles sont en discussion au Parlement. C'est d'ailleurs un peu extravagant. C'est la première élection à laquelle je participe sans savoir exactement ce que nous aurons à faire. Bon, je pousse un petit peu la plaisanterie. Dans les grandes lignes, on se doute dans la mesure où dans les grandes lignes, on sait bien que solidarité, on se doute bien que ce ne sera pas bouleversé. Donc on va garder la solidarité. Il y a le domaine des transports qui a été évoqué tout à l'heure. J'ai parlé des routes, mais le Conseil général est à côté du STIF, du syndicat d'Île-de-France, un acteur majeur dans le domaine des transports. On a inauguré tout récemment le tramway T6 à Vélizy. On a la tangentielle ouest qui va permettre de relier notre secteur au nord du département. Donc on reste un acteur majeur dans beaucoup de domaines. Je ne vais pas m'étendre ici. On va afficher dans un instant les chronomètres. Juste Isabelle Refait pour le Front National. Je vous passe donc la parole à présent sur cette question du social, sur les dernières communications faites par Marine Le Pen au niveau national. Une politique en faveur des anciens, aide face à la dépendance, domotique aussi pour les personnes âgées à domicile, sont quelques points de programme qui sont communs avec tous les candidats du Front National à travers la France. Oui, parce que je rejoins monsieur quand il dit que le département du 78, c'est vrai que c'est pas un des plus mauvais départements au plan national, mais il y a aussi encore beaucoup de lacunes. Le Front National, ce qu'il veut faire, c'est par le biais justement de faire entrer des élus dans le Conseil, c'est de pouvoir un petit peu contrôler tout ce qui s'y passe, parce que malheureusement, il y a encore des abus et encore des fraudes et des choses qui ne sont pas assez claires. Donc nous, notre souhait, c'est bien de vérifier si tout ça est bien organisé derrière et bien fait. Par contre, nous, nos priorités, c'est vrai que ça sera déjà des prestations destinées aux personnes handicapés. Ça, c'est un axe fort du Front National. Développer et donner un soutien par le biais de maisons départementales pour les personnes handicapées. Ensuite, c'est vrai qu'il y avait aussi, au niveau de l'action sociale, pareil, une solidarité envers les personnes âgées, en contrôlant un petit peu plus le revenu, le fameux RSA. Et quand vous puis, dites contrôler, vous parlez des fraudes. Aujourd'hui, il y a des abus. Il y a énormément de fraudes, et donc travailler directement avec justement les caisses d'allocation familiale, parce que ils se rendent compte, c'est sûr qu'il y a des fraudes, et les mutualités également. Alors ça, il va falloir lutter fortement contre ces abus, et ainsi, avec tous ces économies, pouvoir aider les personnes âgées sur ce plan-là. Et bon, je rejoins aussi également les transports, monsieur pour les transports, et donc il y a quelque chose quand même à faire là-dessus aussi. Brigitte Boucher, vous portez la candidature d'Europe Écologie Les Verts, mais également celle du Front de Gauche à travers votre binôme. Votre réaction, peut-être sur le social aussi, sur la question des fraudes par exemple? Déjà, si tous les gens qui ont droit au RSA le demandaient, le Conseil général aurait du mal à le payer. Parce qu'il y en a plein qui ne font pas la demande. Bon, ça, c'est déjà... Il y a vraiment un problème de financement du RSA pour ceux qui y ont droit, déjà. Mais c'est un problème de budget global. Nous, on a remarqué aussi que, par exemple, les maisons de retraite sont très très chères. Dans les Yvelines, elles sont plus chères que dans la plupart des autres départements d'Île-de-France. Et il n'y a pas de maison de retraite, par exemple, départementale pour les personnes les plus démunies. On pourrait créer ce genre d'espace. Ça me paraît important dans la redistribution. Le handicap, il y a beaucoup de choses à faire. Et quand on parle de handicap, les gens pensent toujours aux gens qui ont des problèmes à marcher. Mais le handicap, c'est beaucoup plus large que ça. Il y a les gens qui ne voient pas, les gens qui ne retournent pas, etc. Et c'est très très peu traité. Puis il y a tous les enfants qui ont des problèmes dès le départ et qui, à passer à l'âge adulte, sont assez peu assistés. Il n'y a rien pour les adultes handicapés de naissance, je dirais, entre mentaux ou autres. Donc je pense qu'il y a beaucoup, la France en général, a beaucoup de choses à faire sur le handicap. Sinon, il y a aussi la formation. Les jeunes, il y a des gens qui sont pour mettre des caméras pour je dirais, observer les agressions. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut accompagner les jeunes dès le départ. Des systèmes comme Passerelle sont pas suffisamment financés, par exemple. Il faudrait généraliser ça, c'est-à-dire l'assistance des jeunes repérés dès les écoles, les collèges, pour éviter qu'ils tombent dans une délinquance. Vous parlez de ces collèges de sécurité. C'est un des points du programme du Front National, parce que vous ne regardez pas votre opposant. Non, mais c'est un point important social, en fait. C'est important social. C'est l'assistance pour empêcher que les jeunes divergent, on va dire. D'accord. Et là, il y a vraiment un travail à faire. Je pense qu'on ne met pas les moyens suffisants pour le faire, dans la mesure où la situation sociale se dégrade pour un certain nombre de gens.
ce sont des cas qui augmentent en nombre. Donc il faut mettre plus. Bon, l'État n'est pas là pour donner des emplois, c'est les entreprises qui donnent des emplois. Mais par contre, il doit aider à ce qu'il n'y ait pas de dérive quand l'emploi manque ou quand la décohésion sociale se passe. Et sur la vidéoprotection, je vous fais réagir parce qu'il a été clairement question d'un point de programme. Donc je vais vous faire réagir. Parce que ça fait partie des points du programme. Dans les collèges, par exemple, plus de vidéoprotection, lutter contre les trafics, ce sont des points du programme aussi de Marine Le Pen et du Front National dans cette élection. Bien sûr. Et quand vous entendez, c'est pas forcément la solution, vous répondez quoi? Si, c'est la première solution pour enrayer un gros problème de drogue, de raquettes dans les collèges. Et ça, c'est essentiel, la vidéosurveillance dans cet établissement. La forte délinquance a lieu entre 12 ans et 15 ans. Et pour moi, moi, je crois à l'éducation. Dans quel collège du canton? Il y en a, ça arrive dans tous les collèges, il ne faut pas se leurrer. Oh, il y en a, c'est sûr. On revient sur cette thématique du social. On va parler des collèges après, d'ailleurs, des compétences du collège, parce que ça fait partie des prérogatives en tout cas, jusqu'à présent, ça ne devrait pas changer. C'est toujours la même chose. Ça ne va pas changer, rassurez-nous. Ça devrait rester des compétences du conseil départemental, ancien conseil général. Donc, sur la question du social, aujourd'hui, le département, vous qui avez siégé, mais dans l'opposition au sein de ce conseil départemental, il y a encore mieux à faire, que ce soit plus homogène. Quelles sont les propositions que vous portez sur ce domaine? Avant de vous donner les propositions que nous, on porte, moi et Christine Mercier, donc Yves est très content de l'action du Conseil général, tant mieux. Sur le volet social, nous on s'est beaucoup battu sur le volet social parce qu'on trouve que c'est jamais assez, pour une simple raison. Et là, c'est pas moi qui vais le dire, je vais vous dire ce qu'a dit la Chambre régionale des comptes en 2011. Elle a pointé le Conseil général des Yvelines comme étant un des 5 départements qui donnait le moins d'aide sociale par habitant. Pourtant, c'est un département qui est riche. Donc, ce qui est fait au niveau de l'action sociale est fait au minimum. Donc, moi, je l'ai déjà dit au Conseil général plusieurs fois. Donc, quand c'est moi qui le dis, c'est moi qui le dis. Mais quand c'est la Chambre régionale des comptes qui enfonce le clou, je pense qu'on ne peut pas douter sur la véracité de ces choses. Et il y a un autre gros problème, c'est que nous avons dans le... Je vous ferai forcément réagir. Nous avons dans le département des Yvelines, et j'étais à la commission affaires sociales, nous avons un certain nombre d'Yvelinois handicapés, lourds, qui doivent aller en Belgique. Et je me suis battu avec plusieurs collègues pour qu'on puisse enfin anticiper tout cela et créer dans notre département des structures d'accueil pour ces enfants et ces familles, afin de leur éviter ce transport jusqu'en Belgique. Et on est dans un département riche qui fait les choses à un minimum. Je pense qu'on peut investir pour ces enfants-là, pour qu'ils puissent rester dans le département. Donc ça, c'est une de nos propositions. On est dans un département qui est vieillissant. Donc nous, ce que l'on propose, c'est renforcer le service public au grand âge, parce que ça nous semble important d'anticiper le vieillissement de la population. Et le département des Yvelines, dans les années à venir, sera un des départements les plus âgés. Donc il est important de prendre ça en compte. Et nous souhaitons créer des maisons de retraite médicalisées publiques qui puissent être accessibles à tout le monde. Et enfin, soutenir toutes les associations d'aide au maintien à domicile des personnes âgées, parce que c'est excessivement important. Et nous avons des propositions aussi sur la santé, pour ouvrir beaucoup plus les aides sur la santé. Et je rajoute, pour terminer, que nous sommes dans un contexte économique extrêmement difficile. Beaucoup de gens sont en difficulté. Le seul organisme aujourd'hui capable de les aider, c'est le département des Yvelines, et il doit prendre cela en charge complète, au lieu, quelquefois, d'aller sur des dépenses recherche et développement qui peuvent être justifiées, mais excessives. Yves Vandeval, je vous fais réagir. Juste après, on affichera les chronomètres pour vous dire que je vous laisse à peu près 1 minute, comme ça, vous serez à 8 minutes avec tout de même un commentaire professionnel. Le handicap, c'est le premier poste de dépense du Conseil général. C'est plus de 180 millions d'euros par an. Donc c'est un effort financier qui est tout à fait considérable. Et donc je pense qu'on est dans la bonne voie. Mon collègue évoquait à l'instant effectivement le cas des enfants autistes, mais c'est un problème qui n'est pas yvelinois, c'est un problème national. Effectivement, la prise en charge de l'autisme en France est un problème, mais ça n'est pas yvelinois. Quant à la Chambre régionale... Mais il faut y répondre même au niveau local, même si ce n'est pas yvelinois, tout le monde ne peut pas se renvoyer la balle. Non, mais effectivement, mais on fait ce que font tous les départements, c'est-à-dire qu'on aide des familles, effectivement, à envoyer des enfants en Belgique, parce qu'on n'a pas les établissements. Ambitieux et porter un projet pour le département des Yvelines.
nous agissons dans un cadre qui est un cadre national. C'est la loi qui fixe le cadre d'action des conseils généraux. Pardon, je peux finir. On est entre nous. Attends, je voudrais répondre. Simplement, j'ai bien lu le rapport de la Chambre régionale des comptes. Effectivement, il dit qu'on dépense moins pour une raison très très simple. C'est que le département des Yvelines a la chance par rapport à d'autres départements d'avoir une population qui est globalement plus favorisée, on va dire, et par conséquent, il y avait moins de dépenses sociales. Malheureusement, la situation économique se dégradant, on devait indemniser à l'étiage, on a dû être à un moment où on indemnisait à peu près 9000 personnes au chômage par an. On a largement passé le cap des 20 000 et on voit s'envoler, effectivement, on a les moyens de les payer encore, mais on voit s'envoler effectivement la dépense sociale, notamment au titre du RSA. Oui. On va afficher à présent les chronomètres si c'est possible pour voir que vous êtes à peu près tous dans une fourchette autour de 8 et 9 minutes en ce qui concerne Yves Vandeval, Ismaël Havan et Brigitte Boucher également. Isabelle Refait, vous avez un peu plus de retard et donc sur cette thématique à présent qui est l'éducation, on y vient. Je vais vous passer donc directement la parole. Sur la question de l'éducation, brièvement, on a évoqué l'importance attachée par le Front National à la question de la vidéoprotection, de la lutte contre les trafics dans les établissements scolaires. Quelles sont les autres propositions ou tout simplement les propositions que vous portez sur la question des collèges, qui reste une compétence importante aussi, la gestion des collèges, non pas sur les programmes, qu'on soit bien d'accord, mais sur la gestion tout de même des établissements. Les enseignants. Isabelle Refait. Alors le Front National, lui, ce qu'il souhaite, c'est renforcer la vitalité, justement, avec des équipements au niveau des... il faut équiper justement les collèges. Avec donc tout ce qui accompagne le collège, en fait, les cantines, et puis des bibliothèques et tout ça. En fait, il n'y a pas que le problème de vidéosurveillance. Les collèges sont, on va dire, il faut les animer, en fait. Sur la question des collèges, Yves Vandeval, je reviens vers vous parce qu'il y a aussi un programme qui est porté par le département. En tout cas, c'est une des ambitions qui est portée par ces listes communes à travers le département, d'équiper aussi en tableau numérique, moderniser un petit peu les collèges. C'est exact. Oui, on a. Bon, d'abord, il faut bien rappeler que le Conseil général n'est pas en charge de la partie enseignement. Oui, bien sûr, la direction des établissements, les enseignants, les programmes, c'est le ministère de l'Éducation nationale. En revanche, c'est nous, effectivement, qui créons, je dirais, toute l'ambiance de travail. Donc nous l'avons fait en modernisant considérablement la centaine de collèges publics et privés qui se trouvent dans le département. Et puis effectivement, on essaie d'accompagner des pédagogies innovantes qui sont fondées notamment sur l'usage du numérique. Donc ce sera fait à travers un programme important qui vise à desservir en fibre optique les collèges, parce que si on veut travailler en ligne, il faut avoir des débits informatiques suffisants. Donc on essaie d'avancer et effectivement en équipant aussi les enfants de tablettes. On conduit des expérimentations dans plusieurs collèges en ayant donné des tablettes numériques effectivement aux élèves. Le numérique, c'est une bonne piste? Vous partagez ce point de vue pour l'équiper les collèges aujourd'hui? Il faut développer les tablettes. On sait qu'il y a des fois deux écoles qui s'opposent sur cette question des tablettes. Moi, je suis effectivement d'accord sur cette proposition. Le Conseil général, déjà, va dans ce sens-là. Il faut l'amplifier, mais il faut le faire en concertation avec l'équipe pédagogique. Même si le Conseil général s'occupe, entre guillemets, que des murs, on ne peut pas fournir un matériel pédagogique sans, derrière, avoir quand même une idée pédagogique qui doit s'inscrire avec cet outil. Ça me semble important. Et l'autre point qui me semble aussi important, c'est la réhabilitation de nos collèges, parce que les collèges ne sont pas tous au même état dans le canton. Et il est important d'avancer sur cette réhabilitation. Alors moi, je suis la réhabilitation du collège de la Marasso-la-Coignière, qui a été abandonné, qu'on a pu faire revenir. Ça bouge tout le temps. Mais en tout cas, il faut absolument que ce soit fait. Et je crois aussi à Manille-les-Hameaux, il y a une réhabilitation de collège qui tarde. Et c'est une demande importante des familles et on a l'obligation de le faire. On doit avoir quand même donné les outils à nos enfants pour bien travailler. Donc nous, on veut se battre sur la réhabilitation complète de tous les collèges sans exception. Et ensuite, on souhaite aussi soutenir les structures locales qui aident à la lutte contre le décrochage scolaire. Ça semble aussi important. Voilà les propositions, nous, qu'on fait au niveau de l'éducation.
Brigitte Boucher, sur la question de l'éducation. La lutte contre le décrochage scolaire, c'est clair que c'est important. Oui. Le numérique ne remplace pas le professeur. Au collège Saint-Nicolas d'Igny, il est écrit « L'enseignement passe par le cœur ». Je ne pense pas qu'un écran vous amène ça. Quand quelqu'un vous transmet une information, il fait des gestes, il vous regarde, etc. L'écran ne le fait pas. Donc ça remplace absolument pas. C'est un outil, mais il faut uniquement le considérer comme un outil. Je suis chercheur, j'ai commencé ma recherche sans ordinateur, j'en utilise un tous les jours, maintenant tout le temps. Je connais les limites de l'utilisation de ce genre d'outils. Enfin, voilà, et ses possibilités. Donc ça ne remplace pas. Et l'éducation, c'est beaucoup les grands, les aînés, autour des plus jeunes. Donc c'est beaucoup plus de personnes autour. Et ça, le conseil départemental et ça peut être dans l'assistance après. Je ne connais pas les moyens du conseil départemental, mais c'est vrai qu'au niveau des communes, on essaye de le faire. Donc je pense que les financements au niveau des départements, disons pour éviter une fracture entre les différentes communes, il faut qu'il y ait une uniformisation de ce genre d'aide, de manière à rattraper ceux qui sont moins aidés dans leur milieu familial, par exemple. Bon, donc il y a un travail à faire si on veut vraiment faire quelque chose. Et je pense aussi, je ne sais pas si c'est vraiment complètement du ressort du département, la France a basé son économie sur la consommation. C'est une erreur pour un écologiste, ça n'a pas de sens. On ne doit pas augmenter la consommation éternellement puisque c'est l'élévation de la production et c'est l'élévation de l'effet de serre, etc. Et donc on détruit en fait notre planète en consommant. Mais par contre, on a détruit les moyens de production, on a supprimé les collèges techniques, on a supprimé les lycées techniques, on a supprimé les formations techniques qui permettent aussi d'insérer des gens qui ne sont pas des purs intellectuels dans la structure et qui permettent la création, l'innovation. Pour innover, il faut savoir fabriquer soi-même un petit peu. Non, et là, jusqu'à quel point au niveau du département, on ne pourrait pas créer des filières un peu techniques liées à la richesse du département. Je pense aux forêts, je pense aux ressources énergétiques liées à la biomasse, aux forêts, etc. Et aux bâtiments, à l'architecture couplée, etc. Et pour les cantines aussi. Je vais vous interrompre parce que vous avez pris beaucoup d'avance sur le temps de parole. Excusez-moi, mais là, je pense qu'on a vraiment un moyen de renaissance d'une activité économique locale. Yves Vandeval, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et vous avez un petit peu de temps pour répondre. Réponse très très simple. La formation professionnelle, c'est un enjeu majeur. Je suis parfaitement d'accord avec ça, mais c'est de la compétence normalement du Conseil régional d'Île-de-France. C'est l'une de ses compétences principales. Et les chambres de commerce. Les chambres... Alors dans les Yvelines, c'est un cas un peu particulier parce qu'effectivement, on a une chambre de commerce qui a toujours été extrêmement active dans le domaine de la formation professionnelle. Ça a été, avec la chambre de Paris, probablement l'une des plus actives de France. Je ne sais pas j'espère qu'elle en aura toujours les moyens demain, mais c'est vrai qu'elle a énormément d'écoles, y compris tout près d'ici d'ailleurs. On va afficher les chronomètres une dernière fois. On aurait pu aborder encore d'autres choses, notamment le dynamisme local, parce qu'il est important de développer le local. Ça fait partie des compétences, excusez-moi. Donc je vous disais, ça fait partie des compétences jusqu'à présent, ce dynamisme, développement local des départements. Mais comme on arrive bientôt à la fin de ce débat, on va passer autour des conclusions. Vous aurez à peu près chacun 1 minute pour conclure. Un peu plus de temps tout de même pour la représentante du Front National sur votre conclusion. L'importance de ce scrutin aujourd'hui, tout simplement, adressez-vous à vos électeurs. Pourquoi voter pour le Front National le 22 mars lors du premier tour? Alors, premièrement, nous sommes en place sur le département et même sur le plan national, sur tous les départements. On est 21 représentants sur le département du 78. Donc, on souhaite décrocher des places pour le Conseil. Comme je vous disais, pour déjà voir ce qui s'y passe, puisqu'on n'a pas encore vraiment d'élus, pour pouvoir regarder tout ce qui s'y passe et mener nos actions et combattre certaines choses auxquelles on n'est pas d'accord. Comme on vous disait, le côté surtout intercommunalité, hyper-région Europe, là le Front National s'y oppose complètement parce que nous souhaitons garder nos communes, nos départements et l'État. C'est ce triptyque qui est important pour le Front National. Ensuite, tout ce qui fait partie, comme on disait, de l'insécurité aussi, donc tant dans les collèges que dans les villes, par le biais du renfort justement des surveillances.
Et puis une gestion plus saine aussi de l'argent public, c'est-à-dire en contrôlant mieux ce qui s'y passe, faire des réelles économies. Et avec ces économies, pouvoir aider plus les handicapés, les personnes âgées, leur donner les moyens de se déplacer dans nos villes. Ça, c'est le point fort du Front National, c'est les handicapés et les personnes âgées. Sur le département, ça, c'est notre priorité. Brigitte Boucher, je vous passe la parole pour la conclusion. Un peu moins d'une minute. Pour vous, ce sera la même chose pour les deux autres candidats. Donc nous, votez pour nous, pour une Yvelines citoyenne. Alors d'abord démocratique, avec la transparence de ce qui se fait au Conseil général et s'appuyant sur les décisions des citoyens et des collectifs, donc s'appuyant vraiment sur la population. Écologique, donc avec l'écologie au quotidien, une formation des gens une structuration du territoire avec des circuits courts, avec une économie basée sur l'écologie et une formation des gens aux bons gestes, et des enfants, des adultes, etc. Et solidaire, donc avec tous les aspects de la solidarité qu'on peut développer. Et ce sera votre dernier mot. Yves Van Wael, votre conclusion. Oui, simplement, je dirais que ce canton est très représentatif de ce que l'on souhaite faire à l'avenir dans l'ensemble du département. Il marie à la fois, je dirais, le dynamisme et en particulier la vitalité économique de Saint-Quentin-en-Yvelines, avec en même temps, je dirais, le caractère environnemental qui est majeur avec le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Et cet assemblage, c'est une garantie à la fois d'attractivité et de qualité de vie pour nos concitoyens. Donc ça, je crois vraiment qu'on a la chance d'avoir pour cela un canton très très équilibré. Cela dit, pour que le Conseil général exerce ses compétences, il a besoin de moyens, et pour avoir des moyens, il faut continuer de soutenir le dynamisme économique. Je crains effectivement que tout passe à la région. Je le regretterai profondément parce que on a en matière de développement économique un très beau bilan. Et je crois qu'on aura besoin de ressources si on veut que le Conseil général effectivement remplisse correctement ses obligations. Ismaïla Vanne, une minute pour conclure. Alors moi, ce que je veux dire, c'est que dans le canton de Maurepas, on s'est battu durant ce mandat pour le maintien des subventions à Maurepas d'associations qui aident pour le décrochage scolaire, ce qui est très important, parce qu'elles avaient perdu leurs subventions. Donc notre action a permis le maintien de ces subventions et c'est très important. Nous avons pu réorienter le financement vers les grandes entreprises. Précise. Et ça, c'est très important aussi. Nous avons permis aussi la sauvegarde des PMI dans notre canton. C'est très important aussi. Donc aujourd'hui, ce que je demande aux habitants du canton de Maurepas, c'est voter pour un bilan que nous jugeons très bon et je les invite à le regarder pour poursuivre le travail qu'on a fait, parce qu'il mérite d'être poursuivi. Et moi et Christine Mercier, nous sommes des élus de la société civile qui travaillons, nous ressemblons aux habitants de ce canton et nous les appelons à voter pour nous. Merci Ismaïla Vanne, et à votre binôme que vous représentiez. Merci aux trois autres candidats également présents. On revoit les chronomètres qui s'affichent une dernière fois. Vous êtes à peu près tous à 11 minutes 30, si ce n'est la candidate du Front National qui avait un petit peu plus de retard. Cette émission sera rediffusée jeudi 5 mars 19h, samedi 7 mars 10h et dimanche 8 mars à 20h. Elle est bien évidemment retrouvée en replay sur notre site internet. Prochain débat la semaine prochaine, mardi 19h, entre les candidats du canton de Plaisir. À la présentation, Catherine Zulato. À très bientôt.